Durkheim et Tarde, en passant par le collège de sociologie, mais aussi Mauss, quand il parle de montage socio-psychologique, etc. C'est-à-dire il y a toujours eu dans la sociologie un débat autour de la question qu'est-ce qu'on fait de la psycho, quel rapport on a par rapport à la psycho, et derrière ça, qu'est-ce qu'on fait des émotions, des sentiments. Et la formulation que je préfère de ce point de vue-là, c'est la formulation du collège de sociologie. Un collège de sociologie 1937-38, et puis qui a été arrêté avec la guerre, avec des gens comme Georges Bataille, Roger Caillois, Michel Léris ou d'autres, qui disent les phénomènes sociaux ne sont pas des choses. Donc, reprenant la formule durkheimienne en disant, certes, on peut avoir une approche scientifique des phénomènes sociaux, hein, c'est ce que voulait dire Durkheim, de considérer les phénomènes sociaux comme des choses, mais en même temps, les phénomènes sociaux ne sont pas des choses, et donc la question de la subjectivité, la question de... Et du côté de Caillois ou de Georges Bataille, qu'est-ce qu'on fait de la guerre, du sacré, de l'érotisme, de ces zones obscures de la société? Et ils ont une formule dans le collège de sociologie que j'aime beaucoup, qui est en fait de comprendre les relations intimes entre l'être de l'homme et l'être de la société. Et je pense que ça, pour moi, c'est une des définitions de l'objet de la sociologie clinique, et de sortir de la barrière de l'opposition stérile et qui est pour moi, quand on parle d'accident industriel, je pense que c'est un accident épistémologique grave du fait que la sociologie a dû se constituer contre la psychologie. Et Durkheim lui-même parle de phénomènes socio-psychologiques et dit quand le sociologue a épuré toutes ces explications, il faut qu'il aille du côté de la psychologie, et donc tous les sociologues doivent avoir une formation psychologique. Alors c'est très intéressant parce que les sociologues s'appuient sur Durkheim pour continuer la guerre contre la psychologie, alors que Durkheim lui-même disait, en fait, Durkheim, comme Freud d'ailleurs, préconisait en fait une psychologie collective ou quelque chose de cet ordre-là, et qu'il ne fallait pas entretenir ces barrières-là. On pourra y revenir à propos de Bourdieu tout à l'heure, si vous voulez. Ou non, allons-y tout de suite par rapport à Bourdieu. Quand je dis ces questions sont au cœur de la sociologie depuis toujours. Et Bourdieu, Bourdieu de 67, celui qui n'est pas loin de Gérard Mauger non plus, qui est encore un peu là, mais encore que, quand il dit la malédiction des sciences sociales, c'est qu'elle a affaire à des objets qui parlent. J'en ai longuement discuté avec Bourdieu, il disait, mais il faut que tu comprennes que dans le contexte de 67, si on a dit ça avec Passeron, la phrase est de Passeron en fait, pas de Bourdieu, mais Bourdieu l'a repris à son compte, c'est qu'on voulait lutter contre l'influence de Rogers, de la non-directivité, de ces pratiques, comme s'il suffisait de tendre un micro à quelqu'un pour qu'il parle de son vécu, pour qu'il puisse faire de la sociologie. Donc j'ai bien entendu ça. Sauf que la phrase, elle n'est pas anodine, elle est quand même brutale. La malédiction du sociologue, hein, en fait, c'est la malédiction des sciences sociales, c'est qu'elles ont affaire à des objets qui parlent. Et ça, je le dis en introduction parce que c'est très important, sur le mépris que bon nombre de sociologues ont par rapport à la question du vécu, justement, tu as cité Habermas. Le vécu, c'est vraiment l'horreur pour le sociologue, quoi. Et le vécu, c'est ce qu'on va laisser justement aux psychologues. Alors, pour sortir de ces oppositions un peu stériles, je pense que toute la question, c'est qu'est-ce que les sociologues font de la dimension existentielle des rapports sociaux. Et ça, c'est pour moi une des définitions de l'objet de la sociologie clinique, c'est cet intérêt pour la dimension existentielle des rapports sociaux. Et j'y reviendrai, qui renvoie à Sartre, mais qui renvoie à Freud, à la psychanalyse, et qui renvoie au-delà, donc pas seulement à la psychologie, mais qui renvoie vraiment à qu'est-ce que c'est que ces rapports entre l'être de l'homme et l'être de la société, et donc qui renvoie aussi à la question évidemment de la subjectivité du sujet, etc. Donc il y a toujours eu, donc, je dirais, de ce point de vue-là, la sociologie clinique n'est pas sur des questions nouvelles, sur des questions qui ont toujours existé dans le champ de la sociologie. La deuxième influence forte par rapport à cette orientation, c'est le freudo-marxisme.
C'est-à-dire toute ces courants-là qui... donc c'est l'école de Francfort, évidemment, mais avant l'école de Francfort, c'est le freudo-marxisme. Par exemple, il y a un auteur qui est absolument fascinant, c'est Wilhelm Reich, qui est un auteur maudit un peu, maudit parce qu'il est mort fou comme un balai, paranoïaque. Bon, ceci dit, il était poursuivi par la CIA, donc comme disent les psychiatres, la paranoïa serait une maladie mentale si elle n'était pas aussi souvent justifiée dans la réalité. Mais en même temps, les œuvres de Reich de 1900, au début des années 30, au moment de la montée du nazisme, sont tout à fait fascinantes sur la problématique et l'épistémologie sur laquelle il est, de comprendre. Il dit on ne peut pas comprendre la montée du nazisme si on ne comprend pas la petite famille allemande, le rôle du père, de la mère, la répression de la sexualité, etc. Et donc il faut articuler Marx et Freud. Et tous ceux qui ont essayé d'articuler Marx et Freud sont des gens tout à fait intéressants, mais qui ont toujours été marginalisés. Alors, par rapport à la question des marges, ils sont marginalisés par la psychanalyse d'un côté, ils sont marginalisés par le marxisme de l'autre, enfin, en tout cas dans le contexte dans lequel ces deux orientations, je dirais, étaient dominantes sur le plan de la réflexion intellectuelle, c'est-à-dire jusque dans les années 70. Bon, aujourd'hui, d'ailleurs, les deux sont fortement... en situation différente, mais le marxisme... Alors que tous mes collègues de ma génération ont tous biberonné au marxisme, c'est comme s'ils avaient oublié cette partie de leur histoire et que ça n'existait plus. Aurait-il honte de ça? En tout cas, ils n'évoquent jamais, ils en parlent comme quelque chose qui ne les concernerait pas, alors qu'évidemment la question reste posée. Ça me frappe beaucoup par rapport à la question du travail aujourd'hui, sur lequel je suis, et sur la souffrance au travail, le mal-être au travail, les transformations du monde du travail, où j'étais au Sénat il y a 10 jours avec un aéropage de socialistes. Je leur disais, mais il me semblait que les socialistes, ils avaient mis la question du travail au cœur de la réflexion et que ce qui était structurant, c'était les modes de production. Et que les modes de production étaient un déterminant essentiel des rapports sociaux, et où en est la réflexion des socialistes sur cette question aujourd'hui. Vous dire que ça a été suivi d'un silence éloquent, mais qui a été suivi par des applaudissements tout aussi intéressants, de dire qu'ils ont bien conscience quelque part qu'abandonner cette question-là les met en difficulté. Alors, je reviens à cette influence du freudo-marxisme, et surtout par rapport à la psychanalyse, et la difficulté qu'ont les sociologues avec la psychanalyse. Ils ne savent pas quoi en faire. À la fois, elle les fascine, elle les intéresse, mais en même temps, ça leur pose vraiment des problèmes parce qu'ils ont peur soit de basculer dans le psychologisme, ou ce que Robert Castel avait écrit magnifiquement, d'ailleurs le psychanalysme, parce que Robert Castel était très intéressé par cette dimension-là. Et quand il est venu justement à notre séminaire Histoire de vie et choix théorique, il a dit cette chose qui me frappe beaucoup. Il m'a dit, en fait, je suis un déçu de la psychanalyse, il la connaît parfaitement, et il a pensé que les questions qu'il se posait, la psychanalyse n'apportait pas de réponse ou des réponses partielles ou insuffisantes. Et je suis bien d'accord avec ça, mais en même temps, la psychanalyse apporte un certain nombre de réponses. On y reviendra peut-être dans la discussion, en particulier du côté justement des phénomènes socio-psychiques et de l'importance, quand on rentre dans la question de la subjectivité, du sujet, etc., de faire la part des choses entre ce qu'il en est du sujet face aux déterminations sociales et ce qu'il en est du sujet comme sujet désirant, qui bouscule qui est animé par quelque chose par rapport à la question de la réflexivité, la subjectivité, quelque chose qu'il ne connaît pas. Et donc cette célèbre phrase de Freud, là où était ça, je dois advenir, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait effectivement du sujet réflexif par rapport au sujet par rapport au poids de l'inconscient. Et dans la discussion avec Bourdieu, quand il est venu sur Histoire de vie et choix théorique,
Bourdieu nous a dit une chose qui est très importante par rapport à cette question-là. Il a dit: j'ai été longtemps comme le jeune Freud. Et je me suis aperçu depuis que la prise de conscience ne suffisait pas. Et il disait: je suis en fait devenu, c'était 6 mois avant sa mort, je suis devenu thérapeute de mes collègues sociologues. Que Bourdieu utilise ce terme, c'est quand même pas rien. C'est-à-dire de faire ce qu'il voulait développer, la socio-analyse, qui est développer cette capacité des sociologues à comprendre comment ils sont agis dans leur pratique de sociologue, mais dans leur vie aussi, par les déterminants sociaux. La phrase, c'est quoi? Je me suis aperçu que depuis la prise de conscience... Que la prise de conscience ne suffisait pas. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'analyser les déterminations sociales pour autant pouvoir s'en dégager. Ce qui est une position très freudienne. C'est-à-dire la rupture de Freud, quand il abandonne l'hypnose et qu'il invente la psychanalyse comme pratique, il se rend compte qu'il ne suffit pas d'analyser théoriquement l'appareil psychique et intrapsychique, les enjeux de l'inconscient, et de travailler avec. Il faut ce que les psychanalystes appellent une perlaboration psychique, c'est-à-dire ce côté-là qui n'est pas du côté de la réflexivité, et qui met en place dans l'analyse avec l'association libre, etc., et que pour changer, ça prend du temps. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de prendre conscience, il faut aussi faire un travail. Et d'une certaine façon, quand j'ai écrit, moi, La névrose de classe, qui pour moi est le livre important par rapport à ma posture épistémologique, théorique et méthodologique, je terminais la névrose de classe sur l'idée pour une sociologie clinique. C'était en fait bien dans la perspective de Bourdieu, c'est-à-dire que Bourdieu n'a pas la méthodologie qui lui permet de mettre en œuvre ses intentions qu'il décrit dans la socio-analyse. C'est-à-dire, il dit, je suis absolument d'accord sur ses positions théoriques, mais il n'avait pas l'outil méthodologique pour permettre de faire ça. Et l'outil méthodologique pour permettre de faire ça, c'est justement la clinique. Et que la socio-analyse bute sur cette question-là, qu'ils n'ont pas les outils, on y reviendra sur le plan méthodologique, pour vraiment faire comment on fait pour travailler sur l'action des déterminations sociales en soi. En soi. C'est-à-dire qui nécessite d'avoir une théorie de l'articulation entre les processus sociaux et les processus psychiques et intrapsychiques. Et c'est ça que j'ai essayé de faire dans la névrose de classe. J'y reviendrai si vous voulez. Donc, l'articulation, j'étais à la deuxième interrogation sur le freudo-marxisme. Et il y a une phrase de Reich aussi qui est intéressante. Il dit la psychanalyse peut comprendre pourquoi les pulsions sadiques d'un individu peuvent l'amener à choisir le métier de boucher, détective ou chirurgien. Mais la psychanalyse ne permettra jamais de comprendre pourquoi certains deviennent bouchers, d'autres détectives et d'autres chirurgiens. Et ça, je trouve cette phrase magnifique parce qu'elle remet à sa place ce que la psychanalyse peut éclairer du côté de l'inconscient et ce que la sociologie peut éclairer du côté des trajectoires sociales, des positions sociales, des choix amoureux, professionnels, affectifs, idéologiques ou autres. Et puis le troisième courant, donc, qui historiquement intéresse, je dirais qui alimente cette orientation de la sociologie clinique, c'est la psychosociologie. La psychosociologie a toujours été méprisée par les sociologues, à la fois parce qu'elle était perçue comme à la fois psychologisante et adaptatrice. Je me souviens quand je suis arrivé, moi j'ai commencé à Dauphine et je rends grâce à Max Pagès, qui est le fondateur du laboratoire de changement social. Et Max Pagès était psychosociologue. Et à Dauphine, donc, on avait développé des recherches tout à fait intéressantes dans ce domaine-là. Et je me souviens de la lutte au couteau entre sociologues et psychosociologues. Les sociologues ayant une espèce de pureté épistémologique par rapport à ces psychosociologues qui intervenaient dans les entreprises. Et on avait fait une recherche qui s'appelle l'emprise de l'organisation. On est sans doute les premiers chercheurs en France à faire une recherche approfondie sur l'émergence de la révolution managériale, de ces nouveaux modèles de management dans les entreprises. On a eu la chance de pouvoir faire une recherche sur IBM. Et donc on avait on faisait une recherche sur le pouvoir dans les organisations
et on voulait travailler la question du pouvoir dans ses différentes dimensions économiques, politiques, organisationnelles, idéologiques et psychologiques. Et on tombe sur IBM et on fait cette recherche approfondie sur, en particulier cette question, sur l'intériorisation des modalités du pouvoir par les gens d'IBM, hein, et les paradoxes auxquels ils nous confrontaient quand ils nous disaient « je suis exploité de façon agréable », par exemple, ou je suis libre de travailler 24 heures sur 24, hein, qui sont effectivement des manifestations tout à fait intéressantes d'un nouveau rapport au travail qui n'est pas vécu sur le registre disciplinaire de l'obéissance, de la soumission à l'autorité, à la pointeuse, à l'organisation du travail, etc., mais qui était fondé beaucoup plus sur l'adhésion et l'intériorisation des valeurs et des exigences de l'entreprise pour jouer gagnant-gagnant. C'est-à-dire, il n'y a plus d'antagonisme entre l'intérêt individuel et l'intérêt de l'entreprise. Hein, et donc, je suis pour l'avancement au mérite, parce que quand je remplis mes objectifs, hein, et ben à ce moment-là, j'ai des rémunérations complémentaires, etc. Et donc, tous ces processus, hein, qui permettent de comprendre la question du pouvoir, à la fois dans l'extériorité, hein, dans l'objectivité des phénomènes de pouvoir en extériorité, mais aussi dans l'intériorité, c'est-à-dire comment on s'identifie, comment on est pris par le pouvoir à partir de mécanismes d'idéalisation, d'adhésion, d'introjection, de projection, et surtout, je dirais, l'emprise narcissique qu'on voit très très fortement aujourd'hui, avec cette soif inassouvie de reconnaissance des individus, etc., qui s'identifie et qui s'implique corps et âme, hein, pour remplir les exigences de l'entreprise, jusqu'à en tomber malade et jusqu'à se suicider à partir du moment où ils ont le sentiment qu'ils ne vont pas pouvoir satisfaire l'idéal introjecté qu'ils ont par rapport au travail, et que le travail va être la modalité de reconnaissance essentielle de leur existence. Alors, cette psychosociologie-là, elle a été longuement rejetée par les sociologues, en particulier ces sociologues des organisations, Crozier, l'acteur et le système, ou les sociologues du travail. Je me souviens de mon arrivée à Paris 7, il y avait le groupe de sociologie du travail. Moi, venant de Dauphine et disant qu'il fallait développer une sociologie sur cette révolution managériale sur le management, j'étais perçu comme un suppôt du grand capital, forcément, puisque je venais de Dauphine et puisque je travaillais sur le management. Et puis en plus j'étais intervenant dans les entreprises, ça veut dire que j'utilisais ça en plus pour me faire du fric. Je le dis parce que par rapport à la question des marges, par rapport à la question du pouvoir, et par rapport à la question de la domination, et par rapport à la question de l'importance que les sociologues s'interrogent à un moment donné sur les positions qu'ils peuvent avoir. Et je peux vous dire que c'était dramatique parce qu'on voyait ce groupe de sociologie du travail où il y avait des individualités fortes et qui représentaient vraiment ce qu'on faisait de mieux, hein, en France dans le champ de la sociologie du travail. Et ce groupe s'est complètement liquéfié, parce qu'ils n'avaient pas compris, hein, cette mutation profonde du rapport au travail et du monde du travail. Hein, ils en étaient encore au capitalisme industriel, au travail ouvrier, etc. Ils mettront plus de 15 ans, 20 ans. Je pense à Danielle Linhart, que j'aime beaucoup, qui est très très proche maintenant de la sociologie clinique, alors qu'elle venait de cette influence-là. Mais, ou ce que fait la nouvelle revue du travail avec Jean-Pierre Durand, etc. Enfin, ils se préoccupent de qu'est-ce qui se passe dans les entreprises vraiment, et comment les travailleurs vivent leur rapport au travail. C'est un peu, comment dire, j'ai bien le sentiment, en le disant de cette façon-là, d'être plus polémique peut-être qu'analyste, mais en même temps, je le dis de cette façon-là parce que j'ai vécu très douloureusement cette incompréhension dans laquelle on a été de ce projet-là, de la nécessité pour comprendre des phénomènes sociaux, effectivement de ne pas les considérer comme des choses, mais de réintégrer le vécu
la subjectivité, l'affectif, les sentiments, les émotions, c'est-à-dire tous les investissements pour comprendre justement ces rapports entre l'être de l'homme et l'être de la société, et cette dialectique permanente qui est que la société produit des individus qui produisent la société, et que quand on fait cette formulation-là, ça veut dire qu'il faut effectivement intégrer ces dimensions plus affectives, plus émotionnelles dans l'analyse des phénomènes sociaux. Donc ces trois courants, pour moi, sont un peu les fondations de cette démarche en termes de sociologie clinique. Un courant qui est vraiment sociologique, c'est vraiment une sociologie, c'est pas une psychosociologie déguisée, c'est sur des postures qui sont tout à fait sociologiques, et en ce sens, je me sens tout à fait proche et en filiation par rapport à Bourdieu, mais c'est en même temps en filiation avec la critique, la théorie critique, et donc ce qu'ont fait les gens comme Adorno, mais Marcuse, Fromm, etc., étaient issus aussi du même moule de l'école de Francfort. Et puis la psychosociologie dans sa perspective à la fois clinique et critique qu'on retrouve aujourd'hui dans la nouvelle revue de psychosociologie et au CIRFIP, au Centre d'intervention et de formation, au Centre international d'intervention et de formation psychosociologique. Alors, je ne sais pas, Fabien a rappelé un peu quelles sont ces postures-là de la sociologie clinique, donc je ne sais pas si c'est nécessaire que je le fasse, mais je voudrais dire aussi, je voudrais lever une ambiguïté, parce que la sociologie clinique, pour beaucoup, c'est une sociologie qui s'intéresserait à la médecine, à la pathologie clinique du côté du soin, du côté de la clinique médicale, ou de la psychologie clinique. Je voudrais lever tout de suite une ambiguïté ou une contradiction. Une société, ça ne se soigne pas. Donc, il n'y a pas de prétention, dans le terme clinique, de vouloir soigner la société, c'est-à-dire d'appliquer le modèle médical ou le modèle psychologique du côté de la pathologie ou autre. Mais en même temps, il y a des sociétés qui rendent les gens malades. Et le débat aujourd'hui, par exemple, sur la question de la souffrance au travail, des risques psychosociaux, d'ailleurs, comment l'appeler, ça a évolué dans le temps. On parlait, il y a 10 ans, de violence au travail. Il y avait eu un rapport de Michel Debout au Conseil économique et social là-dessus. Puis après, ça a été Christophe Dejour, etc., souffrance au travail. Puis après, ça a été risques psychosociaux. Aujourd'hui, on parle de bien-être au travail parce qu'il faut positiver, ou de qualité de vie au travail. Mais la question derrière, c'est effectivement quelle épistémologie peut permettre de comprendre le lien qui existe entre, je dirais, l'être de l'organisation et l'être du travailleur, c'est-à-dire le fait que les transformations des organisations et des formes d'organisation du travail rendent les gens malades. On le voit à l'université, on le voit dans les hôpitaux, on les voit aujourd'hui, au fur et à mesure où la révolution managériale et la RGPP, la révision générale des politiques publiques, qui n'est en fait que l'introduction du new management public dans la gestion des institutions publiques, on voit que tous ces symptômes de mal-être au travail, c'est-à-dire ce que nous, on avait analysé dans les multinationales il y a 30 ans, le burn-out, le stress, l'épuisement professionnel, les suicides. Quand j'ai écrit Le coût de l'excellence avec Nicole Aubert dans les années, c'était sur un programme de recherche travail et santé mentale, dans les années 70, pas dans les années 80, et on montre que ces transformations des modalités de gestion dans le champ du travail produisent effectivement des symptômes somatiques et psychosomatiques, qu'avant la santé au travail c'était essentiellement sur le corps, la santé physique, la pénibilité, les maladies professionnelles, et qu'au fur et à mesure où on voit ces nouvelles formes de management s'introduire d'abord dans les entreprises multinationales, puis après par le biais des grands consultants, des grands cabinets de consultants, Accenture, Ernst & Young, Deloitte, KPMG, etc.,
chez leurs fournisseurs et chez leurs clients, puis après dans la modernisation des entreprises publiques. Je veux dire, la montée des suicides, elle est exactement corrélative à ce qu'on a appelé la modernisation des entreprises publiques, que ce soit à France Télécom, à la RATP, à la SNCF, etc. Et c'est ce qu'on voit arriver dans les années 2000 avec la réforme hospitalière, la LRU, la réforme des universités, etc. Et donc, pour faire ce lien-là entre ce qu'il en est des transformations du capitalisme, ce qu'il en est des transformations des modes d'organisation du travail et de l'arrivée de nouvelles pratiques de management, de nouveaux outils de gestion étayés sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication, c'est-à-dire des logiciels et des progiciels qui maintenant vous fixent les normes sur lesquelles on va gérer la paye, gérer les inscriptions à l'université, gérer les notes, gérer les salles, gérer les plannings, on gère tout, et avec ces architectures, ces nouvelles formes ces logiciels. Je ne sais pas si vous connaissez, vous n'êtes pas familier sans doute de ça, SAP par exemple. SAP qui est la plus grosse boîte mondiale qui vend de la gestion intégrée, c'est-à-dire de la gestion qui est organisée à partir de l'informatique. Et donc il y a un lien entre ça et puis l'émergence de symptômes qui sont que les gens vont pas bien, les gens perdent de sens, les gens ont le sentiment qu'ils maîtrisent plus ce qu'on leur demande de faire, les gens ont le sentiment d'être évalués sur d'autres critères que ce qui donne de la valeur à leur travail, etc. On pourra y revenir sur l'introduction de ces modèles. J'ai écrit Fabien l'a cité sur l'université malade du management, ou la recherche malade du management. Et donc on est là dans des phénomènes sociaux massifs qui nécessitent, pour être compris, qu'on articule, qu'on sorte en fait de nos disciplines d'origine pour articuler les enjeux macro-sociaux, économiques et politiques, les enjeux en termes d'organisation et de gestion, et de l'introduction de ces nouvelles technologies de pouvoir étayées sur des technologies d'information et de communication, et qu'est-ce que ça produit au niveau des individus, et comment les individus sont à la fois produits et producteurs de ça. Ils sont à la fois dans des injonctions très très paradoxales, où effectivement ils y trouvent de l'autonomie, de la liberté et du plaisir, pas seulement de la souffrance, et même de l'excitation, et même de la jouissance, et en même temps, ils éprouvent de la souffrance, de l'angoisse, de l'anxiété, un sentiment de devenir dingue, parce qu'ils sont soumis à des injonctions paradoxales sans avoir les moyens d'en sortir. Mais ce n'est pas des injonctions paradoxales au sens seulement de Palo Alto, des travaux de Bateson, Václavic et les autres, qui vous montrent ce que c'est que comment l'injonction paradoxale vous met dans une situation de je ne veux pas utiliser de folie ou de schizophrénie comme ça a été dit trop, mais elle vous met dans une situation où vous perdez le sens de ce qu'on vous demande de faire, puisqu'on vous demande de choses totalement contradictoires, et que dès que vous répondez d'un côté, vous êtes mis en défaut parce que vous ne répondez pas de l'autre. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui dans le travail, et d'où l'hypothèse d'ailleurs que c'est plus seulement des injonctions paradoxales auxquelles on est soumis, mais la construction d'organisations paradoxantes, c'est-à-dire d'organisations qui produisent en rafale des injonctions paradoxales qui mettent les gens en grande difficulté. Et que les symptômes de ces difficultés, c'est effectivement des symptômes somatiques et psychosomatiques, c'est-à-dire les gens sont fatigués, sont mis en tension, comprennent plus très bien ce qu'on leur demande, et commencent à développer une symptomatologie qui est des ulcères à l'estomac, des ulcères gastriques, des cancers, des infarctus, des AVC, et puis surtout psychosomatique, c'est-à-dire la dépression. Le gros symptôme, c'est la dépression, avec différentes formes de dépression, l'épuisement professionnel, et puis le burn-out, ce qu'on appelle communément le stress. C'est tout à fait extraordinaire la société dans laquelle on est aujourd'hui. Quand vous demandez aujourd'hui comment ça va, les gens répondent d'abord non-verbalement, et on sent le poids de quelque chose qui n'arrive pas
à se dégager, etc. Hein, et ce sentiment qu'on travaille de... Je vais vous donner juste un exemple de paradoxe que vous allez tout de suite comprendre. Plus on gagne du temps, moins on en a. Ou le paradoxe que j'adore d'un manager qui disait c'est formidable aujourd'hui, on est libre de travailler 24 heures sur 24. Hein, donc, c'est-à-dire l'aliénation maximum, travailler 24 heures sur 24, et en même temps qui est une vraie liberté parce qu'on n'est plus attaché à la chaîne, à la pointeuse, etc. On n'est plus dans le système disciplinaire décrit par Foucault. On est dans un système comme ça où effectivement on peut travailler aux Seychelles, en vacances, la nuit, dans le transport, etc. Sauf quand on est debout sur la ligne 13, quand on vient ici à Saint-Denis. Mais sinon, travailler dans le RER, quand on est assis, c'est formidable. On prépare ses cours, on corrige des copies, on lit son courrier, etc. C'est-à-dire, c'est ça que je crois que la perspective et la démarche clinique permet de mettre en évidence, c'est qu'on ne peut pas comprendre ces phénomènes-là si on ne les comprend pas aussi dans l'intériorité et si on ne comprend pas ce qui est un des objets de cette sociologie clinique, les processus socio-psychiques. Je dis bien socio-psychiques. C'est pas, ça, je me démarque de la psychosociologie. Je tiens à cet ordre-là. Et c'est pour ça que je suis quand même durkheimien ou bourdieusien, c'est-à-dire je pense qu'il faut d'abord partir du social et de l'analyse des déterminations sociales, et puis voir comment elles influencent les comportements et les conduites, et comment l'individu est produit par ces déterminations, mais qu'est-ce qu'il en fait? D'où une des hypothèses sur lesquelles je travaille, par exemple dans les groupes d'implication et de recherche où les gens viennent travailler sur leur histoire, etc. L'individu est le produit d'une histoire dont il cherche à devenir le sujet, qui reprend d'ailleurs une vieille formulation sartrienne que j'aime beaucoup aussi, qui est l'important n'est pas seulement ce que l'on fait de l'homme, mais ce qu'il fait de ce qu'on a fait de lui. Et ça, par rapport à Bourdieu, c'est très intéressant parce que Bourdieu, quelque part, n'était pas loin de cette position-là, mais il ne la poussait pas jusqu'au bout. Et les bourdieusiens ont essentiellement travaillé sur la première partie, ce que la société fait de l'homme. C'est-à-dire l'individu est fabriqué socialement. Bon, mais sur le fait de qu'est-ce qu'il en fait, la théorie des habitus ne suffit pas pour permettre de comprendre qu'est-ce que je fais de ce qu'on a fait de moi, parce que ça nécessite pas seulement une théorie de la subjectivité ou de la subjectivation, mais aussi une théorie du sujet. Et qui renvoie à cette théorie du sujet, pour moi, évidemment, la sociologie clinique, c'est une sociologie aussi du sujet, que j'ai essayé de développer dans Qui est je, c'est-à-dire un sujet multiple, un sujet pluriel, qui est évidemment le sujet de Descartes, de la réflexivité, mais qui n'est pas celui de la philosophie du sujet, mais proche peut-être de... Fabien a insisté sur le fait que, proche par exemple, je trouve que les formulations les plus intéressantes par rapport à ça, c'est Judith Butler, quand elle dit on ne peut pas comprendre même la question de se poser la question du sujet sans comprendre qu'on est d'abord assujetti. Par exemple, l'individu est le produit d'une histoire dont il cherche à devenir le sujet, de travailler sur la question de comment je suis produit, comment j'ai été produit, par exemple, par l'héritage. Mais pas l'héritage, ce qu'on peut recevoir éventuellement au moment de la mort de ses parents, ce qu'on reçoit au moment où on arrive sur Terre, en fonction de son milieu, etc., ce que Bourdieu a très bien analysé en termes de capital social, capital économique, capital culturel, etc. Et la question, c'est d'aller plus loin, de savoir en quoi ça me produit, et qu'est-ce que ça produit, et qu'est-ce que je fais de ce par quoi j'ai été produit. Alors je vais vous donner un exemple, parce que je pense que c'est pour illustrer ça par du vécu, puisque pour moi, cette dimension du vécu est une dimension essentielle pour le sociologue, pour comprendre les phénomènes sociaux. Je vais vous raconter juste en 2 mots, et puis on ouvrira peut-être la discussion, comment est né pour moi ce qui est au départ la réflexion qui m'a amené à la sociologie clinique, ou à participer à la construction de la sociologie clinique. Je ne suis pas le seul. Il y en a bien d'autres qui participent à cette construction-là. C'est ma thèse d'État sur la névrose de classe. Parce que je disais, une société se soigne pas,
et le risque d'entendre la clinique par rapport à la question du soin ou autre, et de la comprendre, alors que pour moi, la clinique, c'est étymologiquement, cliniquer, c'est quand la médecine va au chevet du lit du malade. Cliniquer, en grec, ça veut dire aller au pied du lit du malade. Et en fait, la métaphore, c'est que c'est le moment où le médecin ne s'intéresse pas seulement au corps et à l'organe qui est malade, mais s'intéresse au malade lui-même. Il va au pied du chevet du malade pour demander, en fait, qu'est-ce que le malade a à dire sur sa maladie. Et je dirais que pour moi, la clinique en sociologie, c'est ça, c'est d'aller voir les acteurs sociaux au plus près de ce qu'ils vivent, pour essayer de comprendre comment eux vivent les phénomènes sociaux qu'on essaye d'étudier. Alors, quand j'étais à Dauphine, avec Max Wagès, on avait fait ces recherches sur les entreprises, etc. Et puis on faisait aussi beaucoup de recherches sur la dimension existentielle des rapports sociaux. C'est quoi la vie des gens, et comment ils construisent comment ils participent à construire leur propre existence. Et à l'époque, les débats faisaient rage. C'était plus tellement le freudo-marxisme, c'était entre Freud et Bourdieu plutôt, par rapport à l'analyse des trajectoires sociales, des positions sociales. Et je me souviens, j'étais avec un copain, Michel Bonetti, et on s'interrogeait beaucoup sur nos trajectoires respectives. Michel Bonetti était fils d'immigrés italiens. Il racontait dans son roman familial que sa grand-mère avait traversé le col du Grand Saint-Bernard, les pieds nus dans la neige, pour fuir le fascisme et la misère d'Italie, et était descendue dans la vallée. Et le père de Michel était ouvrier à l'usine Péchinet-Eugène-Kuhlmann, qui est en dessous de Saint-Gervais. Quand vous passez sur l'autoroute qui va à Chamonix, il y a une usine, et c'était une usine comme ça, avec le toit comme ça, et une cheminée, une usine du capitalisme industriel, et il était là, ouvrier, immigré italien. Michel était fils unique, et c'était un petit village, donc les fils de cadres et des patrons étaient dans la même école que les fils d'ouvriers. Et à la récréation, la lutte des classes traversait les rapports entre les enfants de l'usine. C'est l'usine qui faisait vivre le village. Et chaque fois que Michel était bon élève, et chaque fois qu'il avait une meilleure note que le fils du patron, il y avait un collègue de son père qui était un militant communiste, qui lui donnait une petite pièce et qui lui disait « Vas-y mon petit gars, venge-nous, venge-nous ». Vous voyez, sur la revanche scolaire, etc. Bon. Alors Michel devient bon élève, et il fait HEC, et il ne sait pas très bien ce qu'il fait HEC, quoi. Il fait ça c'était dans la logique des choses. Et puis il est mal à HEC. Il est mal à HEC parce qu'il ne supporte pas l'idée de devenir cadre ou patron est absolument exclue. Et puis d'être avec des fils de cadre et de patron le met mal, mais heureusement, bon, c'est les alentours de 68, donc il fait du théâtre et de la sociologie. Ce qui est logique, évidemment, comme Bourdieu, d'ailleurs Bourdieu. Et Michel faisait vraiment ce que j'ai appelé une névrose de classe, c'est-à-dire c'était un acharné du boulot, comme Bourdieu, et il était HEC et au Parti communiste. Et la contradiction, c'était que comment on peut être fidèle à ses origines sociales et faire une promotion sociale, et une promotion par une grande école de commerce, etc. Comment on change de classe? Et qu'est-ce que ça produit de changer de classe sociale? Et donc il s'est retrouvé sociologue. Et moi, je venais d'une classe complètement différente. Je venais mon histoire, c'est d'Artagnan, Cyrano de Bergerac, c'est les Gascons, les aristocrates gascons. C'est-à-dire, je ris maintenant avec ça, mais je suis une famille où on est en descension sociale depuis à peu près 9 siècles. Alors vous voyez comment Bourdieu analyserait ça, à la fois objectivement en termes économiques, sociaux, etc., et en même temps d'avoir cette distinction que j'ai reconstruite après. Je voyais bien
dans le regard des autres quand j'étais au lycée, etc. Si je voulais faire du lacanisme, je dirais parce que particule y est. Particule y est, c'est-à-dire dans le regard des autres, de voir que le fait d'avoir une particule suscitait chez les gens une grande ambivalence, à la fois d'envie, d'admiration, de respect, et aussi de rejet, de haine, de classe parfois, ou de suspicion. Ce que suscite d'ailleurs l'aristocratie, qui suscite des sentiments très très différents de la grande bourgeoisie. C'est pas du tout la même chose. Et en plus de ça, les aristocrates peuvent se payer le luxe de mépriser les bourgeois. C'est-à-dire de mépriser les parvenus, ceux qui ne sont que des parvenus, c'est-à-dire qui n'ont pas le sang bleu, qui n'ont pas cette noblesse d'épée, mais qui sont des noblesses de robe ou des parvenus, ou de noblesse d'empire, etc. C'est-à-dire des gens qui sont vraiment pas nobles. Et c'est quoi cette idée, toute cette bizarrerie d'être noble? Et Freud, dans le roman familial, quand Freud invente le concept de roman familial, il se rend compte que les enfants abandonnés, mais aussi les enfants qui sont de milieux défavorisés, développent un fantasme comme quoi leur famille n'est pas leur famille, que leurs parents ne sont pas leurs vrais parents, qu'en fait ils ont été adoptés par des parents qui sont bien gentils parce qu'ils les ont adoptés, mais qu'un jour la vérité éclatera et qu'en fait ils sont enfants de princes, de princesses, de rois, du châtelain du coin, etc. Et c'est tout à fait intéressant parce que Freud dit, et l'enfant pour alimenter son fantasme prend des éléments dans la réalité. C'est-à-dire il va prendre des éléments dans des rapports sociaux et la hiérarchie sociale et les différences de classe, etc. en allant chercher l'image effectivement de la personne qui est riche dans le coin ou qui a un château, un manoir, etc. Et ce fantasme du roman familial, par exemple, j'ai depuis beaucoup travaillé sur un groupe d'implication et de recherche où les gens viennent travailler sur roman familial et trajectoire sociale. Le nombre de scénarios que j'ai entendus d'une grand-mère ou d'une arrière-grand-mère qui était bonne dans un château et qui se serait fait engrosser par le châtelain ou le fils du châtelain, et que heureusement il y a un Joseph qui est arrivé et qui a permis de régulariser la situation et d'adopter cet enfant, etc. C'est un scénario extraordinairement courant. Il est même donc dans le Nouveau Testament, mais donc c'est bien dans la Genèse. Et puis il est dans tous les contes de fées. C'est-à-dire cette idée que je ne suis pas ce que je suis et qu'un jour la vérité éclatera. Et donc que socialement, quand je suis dans une position sociale défavorisée, je me construis un roman familial qui me permettra de me retrouver dans ma position réelle, qui n'est pas du côté des dominés, mais qui est du côté des dominants. D'où cette contradiction, par exemple, chez Michel Bonetti et chez beaucoup d'enfants d'ouvriers, entre un projet parental qui est du côté des parents, à la fois il faut que tu sois fidèle et loyal par rapport à la solidarité ouvrière, par rapport à notre classe sociale, et surtout s'ils s'étaient alimentés du militantisme, etc. Donc il faut se mobiliser pour garder la solidarité ouvrière, pour changer l'ordre des places. D'où d'ailleurs le succès de l'idée que la classe ouvrière pouvait renverser le cours de l'histoire et construire une société sans classe, et pour ça il fallait d'abord faire la révolution. Et en même temps, l'autre aspect du projet parental, c'est la condition ouvrière, c'est trop dur, il faut que tu deviennes bon élève et que tu sortes de la classe ouvrière. Et je me souviens de François où son père lui disait, il faut que tu fasses des études pour remplacer les financiers incapables qui nous gouvernent et qui nous exploitent. Et donc François avait fait lui aussi des beaux parcours scolaires et avait raté Polytechnique parce qu'il n'avait pas eu les facilités bourgeoises lui permettant de faire Polytechnique. Et il était, comme Michel Bonetti, dans cette ambivalence, à la fois, je résume, devient bourgeois,
pour quitter la classe ouvrière parce que c'est trop dur. Et en même temps, tous les bourgeois sont des pourris et des exploiteurs du peuple et il faut les éliminer. Et ça, c'est au cœur de ce que j'ai osé appeler la névrose de classe, c'est-à-dire comment on fait par rapport à ce message paradoxal d'être à la fois loyal à ses origines sociales et en même temps de sortir de la domination. Et celle qui m'a beaucoup aidé à mettre en évidence, enfin les deux qui ont appuyé cette recherche du côté sociologique, c'est évidemment Bourdieu, mais aussi, surtout, Annie Ernaux, qui va introduire la question méthodologique sur les récits de vie. Annie Ernaux, je pense que vous voyez qui c'est, qui a décrit ce vécu-là d'une façon tout à fait formidable et qui a montré combien il y avait des conflits dans cette trajectoire sociale qu'elle décrit bien dans Les Armoires vides, dans La Place, dans Une femme, etc. C'est-à-dire quand elle décrit comment je peux être à la fois continuer à être en lien avec mes parents et ma mère en particulier qui tient à ce que je sois bon élève et que je réussisse à l'école, et donc j'intériorise le regard de mépris que je vois de la part des professeurs par rapport à mes parents. Donc cette contradiction qui est que je vais devenir bon élève pour réaliser le désir de ma mère qui avait un désir que je devienne, en particulier son amour des livres, et je vais devenir écrivain quelque part en me situant en loyauté et en filiation par rapport à cette aspiration maternelle, et en réalisant cette aspiration, je me mets à mépriser ma mère. Mépriser ce qu'elle est, mépriser la façon dont elle parle. Il a bien fallu que je les haïsse, dit-elle à un moment donné, pour pouvoir réussir à l'école et pour pouvoir devenir une bonne élève. Mais une bonne élève, c'est pas seulement celle qui a des bons résultats scolaires, c'est celle qui incorpore toutes les habitudes de la culture légitime, du bien parler, de l'aisance avec les mots, etc. Et donc elle voit comment les clientes de sa mère et de son père qui tenaient une petite café, épicerie, mercerie, et voit ce regard de mépris, ce regard hautain, ce regard qui va la mettre dans une ambivalence terrible par rapport à ce qu'elle devient, et ce qu'elle devient l'amène à haïr ce qu'elle est. Ce qu'elle est par rapport à son identité héritée, et ce qu'elle devient par rapport à son identité acquise, qui ne fait en fait que correspondre à l'identité espérée de sa mère, que sa mère avait pour elle. C'est ce genre d'enjeu. Je voudrais juste vous dire quelque chose qui va illustrer ça, je pense, très bien. Je vais vous lire un extrait des Armoires vides, dans lequel Annie Ernaux raconte une scène. Elle dit comment elle rentre en sixième à l'école d'Yvetot du centre-ville, l'école des jeunes filles bien élevées, des filles de la bourgeoisie qui sont bien habillées, qui sont toutes propres alors qu'elle est mal fagotée, etc. Et elle raconte des scènes de l'école, comme par exemple la scène où la maîtresse pose une question et Annie Ernaux a la réponse, elle fait « Wanda, 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 Wanda ». Et la maîtresse lui donne la parole et Annie Ernaux donne la bonne réponse et ça lui vaut cette remarque cinglante de la maîtresse qui lui dit « Mademoiselle Le Sûr », parce qu'elle ne s'appelle pas Ernaux, enfin bon, mais Mademoiselle Ernaux, vous ne savez pas que ça ne se dit pas? Et là, elle ne comprend pas ce qui lui arrive parce qu'elle a donné la bonne réponse. Et vous comprenez, ça ne se dit pas, ça veut dire qu'elle a donné la bonne réponse comme on parle chez elle, c'est comme on parle à la maison. Et quand on est à l'école, il ne faut pas parler comme on parle à la maison. Et tout d'un coup, elle comprend qu'elle n'est pas conforme, qu'elle n'est pas complétée. Et ça la met avec cette violence-là, ce que Bourdieu appelle la violence symbolique des rapports sociaux, et ces violences humiliantes, à la fois donner la bonne réponse et d'être invalidée. Et elle raconte alors comment dans cette école, on lui demande d'aller se confesser, parce que c'est une école privée.
Elle vient d'un milieu populaire, de la banlieue, ses parents ne sont pas spécialement catholiques. Et on lui donne une feuille de papier sur laquelle elle doit cocher ses péchés. Et elle va se confesser, et le prêtre lui pose des questions sur son impureté. « J'en suis sortie sale et seule. Il n'y avait que moi. Personne d'autre ne glissait le doigt dans le katsu. Personne ne le regardait dans une glace. Si les autres avaient été comme moi, il n'aurait pas fait un tel foin. » En parlant du prêtre. Rien à faire. J'étais rejetée, coupée des autres par des trucs immondes. Alors, on voit ici, dans cette phrase, comment la culpabilité liée à des enjeux sexuels, mettre le doigt dans le katsu, elle a 12 ans, elle découvre la masturbation, le plaisir, etc. Le regarder dans une glace, comme font toutes les petites filles, semble-t-il, je ne sais pas. C'est ce qu'elle dit en tout cas. Et en tout cas, comment donc cette culpabilité liée à la sexualité va venir s'étayer sur un sentiment d'infériorité lié à des enjeux sociaux. Ce qui lui est signifié comme impur par le prêtre, condense donc la culpabilité liée au plaisir sexuel et la culpabilité qui est liée à la différence sociale, qui la coupe des autres. Et l'invalidation dont elle est l'objet de la part de ses camarades, de ses professeurs, du fait de son appartenance à un autre monde, se trouve ici renforcée par l'émergence de la culpabilité issue de la sexualité. Moi seule, écrit-elle, je reste avec mon vieux péché inclassable, mélange de salles vicieuses, touche pas à ça, bonbons volés, cassoulet gratté dans les gamelles des ouvriers du chantier, rêverie mollasse pendant l'école, et surtout, mes parents. Mon milieu de boutiquier cracra. Quelque chose de poisseux et d'impur m'entoure définitivement, lié à mes différences, à mon milieu. Et donc on voit bien comment le mal à l'impureté est en même temps le sentiment d'impureté par rapport à la sexualité et le sentiment d'être mal élevé qui lui est renvoyé par ceux qui sont bien élevés, c'est-à-dire les petites filles de l'école et ses professeurs. Alors, je vous ai cité ça pour s'approcher du vécu, pour moi c'est ça. C'est-à-dire, c'est entendre Annie Ernaux parler en profondeur de cette difficulté qu'elle a vécue de changer de milieux sociaux. Et que ça nous apprend, Annie Ernaux d'ailleurs a fait un très bel hommage à Bourdieu, parce qu'à mon avis, Annie Ernaux nous apprend plus de choses sur ce que Bourdieu appelle la violence symbolique des rapports sociaux que Bourdieu. Bourdieu, d'ailleurs, qui a vécu des choses tout à fait équivalentes, mais c'est simplement à la fin esquisse d'une socio-analyse qui commence à en parler. Par rapport à la malédiction du sociologue qui a affaire à des objets qui parlent, je dirais la bénédiction du sociologue clinicien, c'est qu'il a affaire à des sujets qui parlent comme Annie Ernaux, c'est-à-dire qui rendent compte de leur expérience sociale. Et j'ai eu une histoire avec Annie Ernaux que je trouve tout à fait intéressante. Et je terminerai là-dessus, si vous voulez bien, avant d'ouvrir la discussion, par rapport à la fois des questions méthodologiques, des questions de recherche et des questions théoriques. La question méthodologique, c'est que quand j'avais construit avec Michel Bonetti donc un atelier qu'on avait d'abord appelé contradiction sociale, contradiction existentielle, où on voulait comprendre avec d'autres comment se fait-il que nos trajectoires croisées nous mettaient dans la même position sociale, professionnelle, c'est-à-dire on était sociologue et on était équivalent en termes de statut. Lui était au CSTB, un organisme de recherche, moi j'étais assistant Dauphine, puis maître de conférence, et on a eu une trajectoire à peu près similaire, alors qu'on vient d'horizons sociaux très très différents. Et on voyait bien en même temps que notre rapport à la position sociale qu'on occupait n'était pas du tout le même. Mais on occupait la même position sociale. Et on se disait, il faut qu'on trouve un moyen de réconcilier Bourdieu et Freud. C'est-à-dire l'histoire du roman familial, c'est-à-dire comment on construit ce que Ricoeur appelait l'identité narrative ou des choses comme ça. Comment on se construit un roman sur ses origines, un roman sur sa trajectoire. C'est de la fiction ce qu'on raconte. Un récit de vie, c'est une fiction. Et en même temps, cette fiction, elle dit des choses objectives. Michel, il est vraiment le fils d'un ouvrier immigré italien.
quand il raconte ça, c'est pas seulement de la fiction, hein, c'est de la réalité. Et moi, je viens d'ailleurs, etc. Et donc, c'est là, il faut qu'on construise, qu'on comprenne un peu comment on peut articuler hein, ce triptyque entre ce que nous dit Freud hein, sur l'importance de ce que je fais ou ce que dit Annie Ernaux, c'est-à-dire comment les choix amoureux, professionnels ou autres sont à la fois l'expression de ce qu'on pourrait appeler la liberté entre guillemets du sujet et en même temps liés à des déterminations sociales qui sont liées en particulier au capital social, capital culturel, etc. Et puis en même temps, il y a un troisième pôle hein, qui est le pôle de la question du sujet, et ce que dit Sartre, qu'est-ce que je... Hein, l'important n'est pas ce qu'on fait de l'homme, mais ce que je fais de ce qu'on a fait de moi, de toute cette question autour de déterminisme, liberté, etc. Aujourd'hui, il y a des formulations qui sont plus intéressantes, mais à l'époque, on était assez sommé de choisir son camp, hein, soit du côté des déterminations sociales, soit du côté des déterminations de l'inconscient, et donc c'était difficile de tenir les deux pôles, et c'est ces deux pôles qu'on voulait tenir. Donc on a construit ce qu'on a appelé un groupe d'implication et de recherche, c'est-à-dire de dire en fait on va créer des lieux hein, dans lesquels cette question qui nous intéresse, Michel et moi, en fait ça intéresse beaucoup de gens. Et donc on va partager nos interrogations avec d'autres, donc ça c'est d'abord fait dans un milieu de chercheurs, dans un milieu de psychosociologues, de psychanalystes un peu ouverts sur le social, de sociologues un peu ouverts sur la psychanalyse, etc. On a organisé donc des groupes d'implication et de recherche sur le thème roman familial et trajectoire sociale. Et on s'est rendu compte que ça marchait, c'est-à-dire que, à la fois ça marchait, c'est-à-dire que beaucoup d'autres gens que nous partageaient cette préoccupation. Donc au début c'était des ateliers de recherche, d'implication et de recherche, et puis c'est devenu un produit, je le dis de façon provocante, c'est-à-dire que ça c'est une inversion clinique en termes méthodologiques et tout à fait intéressante. C'est qu'au départ, la question elle est posée par le chercheur et qui met en place un dispositif pour essayer de répondre aux questions et aux hypothèses qui se posent. Et il met en place un dispositif méthodologique. Ce que m'a appris la clinique, c'est qu'on pouvait inverser le processus, c'est-à-dire qu'au départ, c'est le chercheur qui est demandeur, mais que le chercheur, il peut offrir aussi un espace de travail qui peut intéresser des gens qui sont intéressés par comprendre pour eux ce sur quoi le chercheur travaille. D'où la dynamique implication et recherche, travailler pour soi, pour comprendre pour soi, du côté de l'implication, et en même temps recherche, c'est-à-dire à partir de cette compréhension pour soi, de travailler dans un groupe et de socialiser cette compréhension de telle façon qu'on va ensemble pouvoir comprendre des processus, des mécanismes, etc. Et la deuxième inversion, c'est que donc l'implication n'est pas incompatible avec la recherche. Je le dis par exemple parce qu'en psychanalyse, les lieux de la cure psychanalytique, il ne faut pas faire de psychanalyse, parce que c'est de la rationalisation. Donc il faut faire de l'association libre. Et les lieux de supervision, de contrôle, de réflexion psychanalytique et théorique sur les processus qui se jouent dans le champ analytique, c'est d'autres lieux. Et il y a une séparation complète entre les deux. Et nous, on se disait, mais pourquoi cette séparation? Au contraire, c'est intéressant. C'est intéressant de travailler avec des gens à la fois sur leur implication, et roman familial et trajectoire sociale, et en même temps, à partir de là, de réfléchir ensemble sur les processus et les mécanismes, et donc de couper cette coupure qu'il y a habituellement entre ce qui est du registre de la recherche et ce qui est du registre de la clinique, de la pratique, de l'expérientiel, du vécu, etc. Et la deuxième inversion, c'est que on s'est rendu compte en fait que ça intéressait beaucoup de gens, et donc ça nous a permis aussi de financer notre recherche. C'est-à-dire de faire payer les gens pour participer à ces groupes, parce qu'ils y étaient intéressés pour travailler sur eux. Avec tout le débat, on y reviendra si vous voulez, est-ce que ces groupes-là d'implication et de recherche, c'est de la thérapie, c'est de la formation, c'est du développement personnel, c'est de la recherche, c'est quoi? C'est un espace nouveau, ni de la thérapie, parce que le contrat n'est pas thérapeutique, même si les gens travaillent sur eux. C'est pas seulement de la formation, parce qu'il y a de l'implication et qu'il n'y a pas, je dirais, un référentiel de formation qui permet de le dupliquer comme ça. C'est pas seulement de la recherche, parce que c'est articulé sur
de l'implication personnelle, etc. C'est de la recherche clinique. Mais de la recherche clinique sociologique, ou socio-psychologique, si vous voulez, pour être plus juste, c'est-à-dire dans lequel on essaye justement de comprendre l'articulation entre les déterminations sociales et puis ce que les individus, comment ils les vivent, comment ça traverse leur histoire familiale, leur histoire personnelle, et qu'est-ce qu'ils en font. Alors, quand j'ai fait ma thèse autour de l'idée de névrose de classe, c'est aussi parce que j'avais des collègues sociologues que je trouvais bizarres, parce qu'ils étaient beaucoup plus brillants, beaucoup plus cultivés, c'était des vrais sociologues, c'était pas des transfuges comme moi, et en fait, ils faisaient ce que j'ai appelé à l'époque une névrose de classe, c'est-à-dire qu'ils n'arrivaient jamais à terminer leur thèse. Parce qu'il y avait toujours, ça faisait des années qu'ils travaillaient dessus, comme des bêtes, mais il y avait toujours un article, un truc, un machin qu'ils n'avaient pas pris en compte dans leur thèse, et c'était absolument inimaginable de soutenir leur thèse s'ils n'avaient pas cet article, ce truc et ce machin. Et en fait, je me suis rendu compte très vite que le problème n'était pas du tout là, que leur problème c'était de devenir docteur, que le fait de devenir docteur était quelque chose qui les mettait dans une ambivalence radicale, parce que quelque part ils le vivaient comme une trahison de classe, ils passaient de l'autre côté. Les docteurs, c'est ceux qui passaient du côté du savoir institué, du côté des médecins, du côté des bourgeois, du côté de l'autre côté, et que ça les mettait dans un conflit de loyauté absolument profond. Et c'est de là qu'est née l'idée de névrose de classe, et cette idée que c'était intéressant. Donc, et ce que je voyais dans les groupes d'implication et de recherche que j'animais avec Michel Bonetti et Jean Fraisse, un troisième collègue, eh ben, on voyait beaucoup de gens qui étaient dans cette situation-là, c'est-à-dire qu'ils se mettaient eux-mêmes en situation d'échec par rapport à leurs désirs et leurs aspirations de promotion, qu'ils n'arrivaient pas, qu'ils avaient tous les moyens. C'est pour ça que les évaluations sur la réussite scolaire me font vomir, quoi. C'est comme si c'était une question d'intelligence, de quotient intellectuel. On voit bien que ça se joue bien ailleurs que ça, principalement, c'est-à-dire dans le rapport au savoir, dans le rapport, la question de la légitimité ou de l'illégitimité, la question de s'autoriser à ou pas s'autoriser, la question des conflits de loyauté, la question des conduites d'échec, etc. Et donc, sur le plan méthodologique, ce qui est intéressant, c'est que les gens à cette époque-là, j'avais un matériau et des données cliniques sur la névrose de classe très très importants. J'avais une centaine de scénarios, de cas, etc., que je pouvais utiliser pour ma thèse et qui démontraient bien les processus et les mécanismes que je voulais démontrer. Et en même temps, j'avais une culpabilité qui était d'utiliser les histoires de ces personnes qui étaient venues dans ces groupes d'application et de recherche à des fins personnelles, pour moi, à des fins de recherche. En même temps, je trouvais que c'était légitime comme chercheur parce que je mettais en évidence des processus tout à fait importants, et en même temps, j'étais gêné d'utiliser ces histoires par rapport en particulier au cadre clinique dans lequel il y a des règles qui est que, par exemple, on ne va pas utiliser les données qui sont mises en commun dans un groupe à d'autres fins que ce pourquoi elles sont faites, c'est-à-dire permettre aux gens de travailler et de comprendre pour eux. Bon, c'est exactement le même syndrome des jeunes de Bronx. Ils parlent de ça dans La misère du monde à un moment donné, qui parlent des travailleurs sociaux comme des vautours qui se servent de la misère pour se servir eux-mêmes. Comment on fait avec ça? Et je ne savais pas trop à l'époque comment faire avec ça. Et donc c'est pour ça que quand je suis tombé sur Annie Ernaux, sur ses livres, j'avais la solution à mon problème, parce qu'Annie Ernaux écrivait exactement le type de matériaux cliniques que j'avais dans ces groupes-là. Et donc ma thèse, je l'ai fait principalement à partir de l'histoire d'Annie Ernaux. Depuis, j'ai résolu le problème, il est tout simple, parce que c'était ma culpabilité à moi. Parce que les gens ne sont pas en désaccord avec le fait qu'on puisse utiliser leur histoire pour faire des bouquins, etc. Simplement, il faut qu'ils soient sujets dans l'opération et pas objets. Il ne faut pas qu'ils aient le sentiment qu'on les dépossède de leur histoire pour en faire quelque chose sans eux. Donc maintenant, je le fais avec eux, ce qui a un double avantage. À la fois,
ça me permet de vérifier que les hypothèses que je peux écrire sont bien en accord avec ce qu'ils vivent et ce qu'ils ressentent. Et en même temps, pour eux, c'est tout à fait important parce que ça leur permet aussi, effectivement, de continuer à travailler dans le processus, dans cette double polarité d'implication et de recherche. Et de sortir de cette coupure, il y aurait le lieu de l'implication d'un côté, du travail sur soi, et le lieu de la recherche, de l'élaboration théorique de l'autre, et que ces deux lieux seraient tout à fait séparés. Alors quand j'ai écrit ça, j'ai fait ma thèse, et j'ai fait un bouquin, et je me dis, mais qu'est-ce que je fais avec Annie Ernaux ? Annie Ernaux, romancière et tout, j'avais un complexe en me disant, mais de toute façon, ce que j'ai fait, ça ne va pas l'intéresser, est-ce que je lui envoie pas, etc. Et je lui ai envoyé. Et sa réponse est tout à fait intéressante parce que je me suis rendu compte, qu'elle avait le même complexe que moi, mais inversé. Moi, c'était par rapport à la romancière célèbre. Elle, c'était par rapport aux scientifiques que la science s'était emparée de son cas. Et donc, elle dit, c'est pas sans une certaine appréhension que j'ai ouvert votre livre, devenir l'objet d'investigation scientifique me fait quelque chose. Et après, elle dit, bon, mais l'analyse que vous faites est tout à fait intéressante et je m'y reconnais absolument et je la valide. Mes parents étaient des dieux, je les avais mis sur un piédestal et un jour ils se sont effondrés et c'est sans doute la blessure la plus importante de mon existence. Pas rien de dire ça. Et puis après elle dit, mais parler de névrose de classe c'est totalement affligeant. C'est totalement affligeant parce que c'est pas une maladie. Névrose c'est de la pathologie, c'est de la nosographie, etc. Appeler ça névrose de classe, c'est pas possible. Parce que c'est des conflits qui sont liés au social. Ce n'est pas une maladie qu'il faut soigner et qu'il faut guérir. Et puis elle me dit, et vous, Vincent de Gaulle, qu'est-ce que vous faites là ? Qu'est-ce que c'est que ça, votre histoire ? Parce que vous ne parlez pas, vous, de votre histoire. Qu'est-ce qui vous a amené à vous préoccuper de ces enjeux, etc. Et depuis, bon, ça a été le début d'une belle histoire avec Annie Ernaux. On s'est rencontrés, on a parlé des heures et des heures. Et en particulier dans la discussion, était sur le poids respectif des déterminations sociales, familiales et personnelles, psychiques et intrapsychiques, et en particulier par rapport à Freud. Parce qu'elle dit, ce que raconte Freud, je ne nie pas que ça existe, mais ça ne m'intéresse pas. Alors que j'étais rentré dans une analyse approfondie de l'articulation justement entre les enjeux sociaux et psychiques, en particulier pour Annie Ernaux, et en particulier sur, je lui disais, mais Annie, votre sensibilité particulière à ces enjeux sociaux, elle va bien au-delà de l'objectivité des conflits. Il y a beaucoup de gens qui ont la même trajectoire que vous et qui ne réagissent pas avec cette sensibilité. Sur cette violence symbolique, cette haine de classe, etc. Et donc il y a autre chose. Ce n'est pas seulement votre trajectoire sociale qui est explicative, il y a autre chose. Et elle a eu cette phrase que je vous livre tout de go. Elle m'a dit, vous avez raison, mais je ne sais pas si je peux en parler. Je vais peut-être écrire un livre dessus. Jusqu'à présent, je n'en ai parlé qu'à mes amants. Sur la question de l'implication et du chercheur, du transfert et du contre-transfert, ça m'a ouvert des tas de réflexions sur qu'est-ce que met en jeu le fait d'entrer dans l'intimité du vécu des personnes. Et jusqu'où on entre dans cette intimité. Et la question de la violence symbolique, c'est aussi la question de l'intrusion, la question et puis la question de l'implication du chercheur. Je dis ça en riant. Est-ce que c'était une invitation à aller plus loin de la part d'Annie Ernaux ? Je me suis rendu compte que c'était pas tout à fait ça, parce que Annie Ernaux, à ce moment-là, quand je l'ai rencontrée, était dans cette histoire qu'elle a décrite après dans un livre qui s'appelle Passion simple, et qui était une passion sexuelle tout à fait importante qu'elle a eue, mais elle avait, je dirais, cette sensibilité d'une femme amoureuse, quoi, qui se confie à un homme, et c'était tout à fait délicieux. Et en même temps, j'ai été interpellé en me disant, bon, et elle ajoute, mais peut-être que je vais l'écrire. Et puis, il se trouve que 1 an plus tard, on a sorti tout à fait en même temps, elle, son livre qui s'appelle La honte,
Et moi, le livre que je faisais à l'époque sur honte et pauvreté, qui s'appelle Les sources de la honte, où je travaillais sur la honte, sur l'articulation entre la honte sociale, la honte sexuelle, et toutes les formes, et les articulations entre les violences humiliantes et le sentiment de honte et l'intériorisation du sentiment de honte. Et dans son livre, Annie Ernaux commence son livre sur la honte en disant « Un dimanche de juin 52, Annie Ernaux est de 1940. Un dimanche de juin 52, mon père a essayé de tuer ma mère. » Et elle raconte une scène de violence entre son père et sa mère, et son père qui essaye d'étrangler sa mère. Son père n'était pas un homme violent, c'était la seule scène de violence qu'elle évoque en tout cas dans l'histoire. Et elle dit « J'ai été traumatisée par ça », et dans son livre, elle essaye de comprendre cette honte intériorisée. Et donc, ça venait valider mon hypothèse sur le fait que sa sensibilité à la honte sociale avait quelque chose à voir avec cette honte, par rapport à cette scène traumatique entre son père et sa mère qu'il avait mis dans un trouble absolument profond et quelque chose de l'ordre d'un traumatisme. Et en même temps, ça ne l'a validé qu'en partie parce que, et j'en ai discuté avec elle, on s'est retrouvés à ce moment-là, je lui dis, vous savez, Annie, derrière votre scène de honte, là, je comprends, elle suffit à elle-même pour comprendre une violence qui vous a traumatisé et qui peut suffire pour comprendre votre sensibilité à la violence sociale, etc. Mais en même temps, un psychanalyste entendrait derrière cette scène de violence entre votre père et votre mère, ce que les psychanalystes appellent une scène primitive qui renvoie dans l'inconscient à toutes les questions que l'enfant se pose par rapport à ce qu'il entend de ses parents, de ce qui se passe dans la chambre des parents, surtout dans le lit des parents. Et il entend des cris, des choses qui le mettent en émoi. Et que les psychanalystes montrent que la scène primitive est quelque chose qui marque dans le développement psychique, et en particulier par rapport à la question de la violence. Et en particulier par rapport à la violence dans le couple parental. Violence, jouissance, comment on articule ces deux choses, etc. Et elles me disent peut-être, mais ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de montrer, et comme Bourdieu, comment ça s'articule sur des enjeux de domination sociale, de classe, de domination de genre entre les hommes et les femmes, etc. C'est ça qui m'intéresse, et c'est ça ce qui m'anime, et que si j'écris, alors ça c'est très intéressant, si j'écris, c'est à cause de ça, c'est ça qui me fait écrire. Et ce qui renvoie à la question entre la réalité et la fiction, et entre est-ce que je vis pour écrire ou est-ce que j'écris pour vivre, ou les deux, ou la dialectique entre les deux. Mais comme si, quelque part, le fait de traiter ça autrement, par exemple en faisant une psychanalyse, allait en contradiction en quelque sorte avec son projet d'écriture. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ça serait une autre forme de traitement, et qu'elle avait besoin de garder cette haine de classe, ces sentiments d'envie, de honte, etc., pour pouvoir faire, non pas une thérapie, mais une élaboration psychique et réflexive par rapport à ça, sous la forme de l'écriture. Ce que je trouve d'ailleurs très bien. Mais en même temps, on voit bien que là, sur l'articulation entre le psychique, le réflexif et le social, on est au cœur de savoir comment ça se combine. Et je crois que c'est ça, sur ces questions-là, que la sociologie clinique a apporté, je crois, et apporte des choses vraiment intéressantes. Et sur la question, mais votre titre, la névrose de classe, est affligeant, elle a raison. Je veux dire, c'est le plus mauvais des concepts, à l'exception de tous les autres, comme dit l'autre Churchill à propos de la démocratie. C'est-à-dire qu'elle a raison, c'est-à-dire névrose, c'est pas le bon terme en termes conceptuels, parce que ça renvoie à la nosographie, psychiatrie, psychanalytique, etc., d'en faire quelque chose de l'ordre d'une maladie. Ce que vous savez que Freud disait, on est tous névrosés, c'est-à-dire il normalisait la névrose, il la dépathologisait d'une certaine façon. Donc névrose de classe, c'est pas une maladie, mais si je l'ai gardé, c'est parce qu'il s'est imposé
il s'est imposé, c'est-à-dire les gens qui étaient concernés par ce qu'il y a dans le livre se reconnaissent tout à fait dans ce terme-là. Hein, et donc il parle. Donc c'est un mauvais concept, mais qui indique bien un objet dans lequel les gens se retrouvent à travers cette formulation de névrose de classe. Et puis le deuxième intérêt, c'est qu'il mettait en lien deux concepts venant d'horizons complètement différents, l'un de la psychanalyse, l'autre de la sociologie, et que c'est ça qui m'intéressait et que j'en ai pas trouvé de meilleur. Et sur la dernière chose, mais vous, qu'est-ce que vous faites là-dedans, la question d'Annie Ernaux, c'est effectivement, ça renvoie alors au fait de la clinique, la posture clinique, hein, c'est aussi c'est ce qu'a pris en particulier la psychanalyse, mais pas seulement, hein, de faire d'abord le travail. Si ce travail, on le propose du côté de l'éducation à d'autres gens, eh ben, la moindre des choses, c'est de le faire d'abord sur soi, pour soi, hein, et de voir que la posture clinique se construit à partir de la capacité du chercheur, hein, de comprendre comment il est traversé lui-même par les phénomènes qu'il essaye d'étudier par ailleurs. Et que la question, c'est ce qu'on a beaucoup développé, alors en particulier dans ce dernier livre sur la recherche clinique en sciences sociales, à partir du témoignage de chercheurs et de doctorants, en particulier dans leur rapport à la Terre, comment ils sont travaillés par leur objet. Il y a un article de Jacqueline Baruch-Michel sur le chercheur premier objet de sa recherche. Ça serait plus juste de dire que le rapport du chercheur à l'objet est le premier objet de sa recherche. Et donc, et avec de reprendre cette belle phrase de Marx à propos des paysans, en disant c'est pas les paysans qui possèdent la terre, c'est la terre qui possède le paysan. Et je dirais la même chose par rapport au chercheur. C'est pas le chercheur qui possède son objet, c'est l'objet qui possède le chercheur. Et que d'une certaine façon, tout le travail de recherche passe par un travail de dépossession de son objet. C'est-à-dire de comprendre en quoi je suis possédé par mon objet de recherche pour pouvoir faire cette recherche. C'est-à-dire l'extérioriser par rapport à soi. D'où le développement d'ateliers, de séminaires, de lieux où on aide les chercheurs à comprendre comment leur choix d'objet de recherche, de terrain, le choix de devenir sociologue, etc., et a quelque chose à voir avec leur histoire personnelle, familiale et sociale. On a construit des dispositifs de recherche là-dessus pour analyser leur trajectoire socio-idéologique, etc., pour les aider à comprendre qu'est-ce qu'ils font là, et qu'est-ce que leur objet fait là, ou là, les deux, un peu partout dans leur vie. Et c'est pour ça aussi que alors, c'est pas tout à fait le même atelier, parce que je peux pas dire à mes collègues sociologues, je peux pas les mettre au travail. Je peux simplement leur proposer de venir et d'exposer comment eux, ils traitent cette question. Et donc la consigne, c'est sur un séminaire que je fais à Paris 7, Histoire de vie et choix théoriques, où je dis la consigne, c'est qu'est-ce que vous pouvez dire de la façon dont votre histoire personnelle, familiale et sociale a influencé vos options théoriques, épistémologiques, méthodologiques, votre choix de devenir sociologue ou anthropologue, votre façon de faire de la recherche et votre façon d'être chercheur. Et ça a été très intéressant parce que c'est devenu une aventure institutionnelle, je dirais, parce que effectivement, dans un premier temps, c'était pour moi, quand je suis arrivé à Paris 7, c'était pour essayer d'expliquer à mes collègues sociologues qu'est-ce que c'était que la sociologie clinique, et en les invitant à venir se présenter. À l'époque, il y avait Fougerolas, Pierre Ansart, Jean Duvigneau, Eugène Henriquez, des gens comme ça qui sont venus. Et puis après, j'ai invité d'autres, en partie, et ils ont tous accepté. Ballandier, Edgar Morin, Touraine, Crozier, Boudon. Je me dis, est-ce que j'invite Pierre Bourdieu? Je dis oui. J'étais copain avec Robert Castel aussi. Robert Castel a mis 2 ans pour dire oui. Je dis ça, c'est un moyen aussi de lui rendre hommage. Vraiment, pour moi, Robert était un sociologue qui a toujours été un compagnon de route de la sociologie clinique en disant, mais c'est pas moi.
moi je vois ce que tu veux faire, parce que c'est ce qu'il avait essayé d'une certaine façon au début, quand il travaillait sur la psychanalyse, la psychiatrie, etc. Et il est venu, il nous a raconté d'ailleurs, je vous donne juste un point du récit de Robert Cassel, puis je vous parlerai de Bourdieu, je terminerai par Bourdieu. Robert Cassel raconte que donc sa mère est morte, il avait 10 ans, et son père est mort de chagrin 1 an après. Son père était docker sur le port de Brest, et donc il dit c'est à la fois la douleur et la chance de ma vie, parce que du coup c'est sa sœur aînée qui l'a pris en charge, et son beau-frère n'était pas ouvrier, son beau-frère était classe moyenne, technicien, enfin. Et son beau-frère l'a encouragé à sortir de l'enseignement professionnel dans lequel il avait été naturellement orienté du fait de ses origines sociales. Et il retourne au lycée classique. Et il arrive en seconde au lycée classique avec les bourgeois. Et au cours de français, le prof demande une dissertation. Et Robert n'a jamais fait de dissertation, il ne sait même pas ce que c'est. Il fait une dissertation. Et le prof donne les notes, et il commence par les notes les plus basses. Et alors Robert dit, ah ben j'ai pas la note les plus basse, il est vachement content. Et puis ça monte, et il dit, ah non, c'est tellement mauvais ce que j'ai fait qu'il ne m'a même pas noté. Et plus ça monte, et plus il est pris de cette angoisse. Il m'a pas noté, puis... Et le prof, j'ai toujours l'émotion, parce que Robert nous raconte ça. Et le prof, et c'est lui qui a la meilleure note. Et à la fois, vous voyez l'extraordinaire émotion qui est l'ambivalence, quoi. À la fois, il dit c'est pas possible, quoi. À la fois la fierté et le mérite, et en même temps... de ne pas avoir les habitus et donc de ne pas comprendre le système d'évaluation dans lequel il est mis, etc. Après, il fera la carrière que vous savez, mais c'était très très émouvant d'entendre Robert raconter ça. Et Bourdieu est venu, et Bourdieu, moi j'étais... c'est comme je ne l'avais pas invité à être dans mon jury de la névrose de classe, parce qu'à ce moment-là, Bourdieu c'était 86-87, il avait la réputation d'être un tueur. C'est-à-dire de tuer tous ceux qui n'étaient pas bourdieusiens. En tout cas, il a fait des belles pages d'ailleurs sur les luttes intellectuelles dans le champ académique. L'homo academicus, il décrit absolument comment il faut faire carrière, et il décrit comment on devient Bourdieu, quoi. Et en même temps, il le dénonce. Il faut diriger une bonne revue, faire des bouquins, avoir un bon poste dans une institution prestigieuse, former des gens pour les permettre de trouver les bonnes places dans le champ académique, etc. Alors je me dis, je l'invite, j'invite pas, etc. Et puis je l'ai rencontré, je lui en ai parlé, il m'a dit je viens. Et c'était absolument un moment, pour moi, tout à fait merveilleux, parce qu'il était très fatigué. C'était 6 mois avant sa mort, ou 9 mois. Il est venu en avril, il est mort au mois de janvier. Et il m'a dit, je suis épuisé, je suis allé le chercher au Collège de France, j'ai invité à déjeuner, puis après on est allé au séminaire. Il m'a dit, je suis très très fatigué et tout. Alors, en fait, il m'a parlé de la maladie de sa femme, mais c'est lui qui était malade. Et il était en train de commencer les esquisses pour une socio-analyse. Et je lui ai expliqué un peu, il m'a dit, et on devait organiser une journée sur socio-analyse et sociologie clinique. Parce que, et il l'a reconnu, quand il dit, j'ai longtemps été, comme le jeune Freud, j'ai longtemps pensé que la prise de conscience suffisait, maintenant je sais que la prise de conscience ne suffit pas. Et on a beaucoup discuté sur comment on fait ça, c'est-à-dire comment on fait pour comprendre le poids des déterminations sociales. Et je pense que roman familial et trajectoire sociale, ça permet de faire ça. Sauf que Bourdieu, il lui manquait 2 choses. Il lui manquait, sur le plan théorique, l'articulation avec la psychanalyse, et sur le plan méthodologique, les méthodes cliniques qui permettent de faire ça. L'écoute clinique, l'écoute sensible. Dans La misère du monde, qui
est quand même en rupture par rapport à la malédiction du sociologue, c'est qu'il a affaire à des objets qui parlent. 1967, La misère du monde, 1993, Bourdieu fait sur 950 pages, 850 pages d'objets qui parlent. Enfin, de praticiens, d'assistants sociaux, de gardiens d'immeubles, de policiers, etc., qui parlent, et il dit c'est des vignettes sociologiques, c'est des gens qui... Et chacune de ces vignettes, c'est la description d'un monde social. Donc, il s'approche, il est bien, c'est plus une malédiction, c'est une bénédiction d'avoir affaire à des acteurs qui parlent, je dirais. Ils sont plus des objets, mais ils ne sont pas encore vraiment des sujets. Ils sont des acteurs. Et il dit le sociologue doit avoir une écoute armée. Dans un beau texte qui s'appelle Comprendre, si je me souviens bien, dans La misère du monde, où il parle un peu des chercheurs, de la façon dont ils ont travaillé, etc. Et qui est un très très beau texte d'ailleurs. Et il dit il faut que le sociologue ait une écoute armée. Et ça, c'est la différence entre les bourdieusiens et les cliniciens. Les bourdieusiens, ils ont besoin d'avoir une écoute armée parce qu'il y a toujours cette méfiance de confondre ce qui serait du récit, du vécu et de la sociologie. Et donc, il faut que le sociologue soit armé pour se défendre pour le risque de basculer d'aller trop près du vécu, quoi. Le vécu, il faut y aller armé parce que si on n'y va pas armé. Donc, Bourdieu est sur une sociologie offensive et défensive, armée. Là, c'est effectivement contradictoire avec l'approche clinique, l'approche clinique, c'est d'être dans l'écoute sensible, empathique, rogerienne, non directive, aller au plus près du vécu, c'est effectivement ne pas être dans l'évaluation, dans la légitimation, dans la condamnation, c'est d'être dans l'écoute, sans porter de jugement, puis on verra bien après, c'est-à-dire on est dans une réception, d'où l'écoute sensible, et c'est une écoute qui n'est pas seulement réflexive, mais qui est une écoute aussi corporelle, émotionnelle, sensible. On écoute les émotions, on n'écoute pas seulement ce qui est dit avec les mots, on écoute ce qui est ressenti avec le corps et les émotions. D'où ma question, que je vous renvoie, est-ce que c'est compatible? Est-ce que la posture du sociologue est compatible avec la posture du clinicien? Écoute, merci Vincent pour cette présentation sensible de la sociologie clinique.